L'autisme, moi à la base, dans mes études, j'étais intéressée tout d'abord par travailler sur le fonctionnement du cerveau. Donc, un peu pour retracer mon parcours, j'ai eu un master en neurosciences. Je suis arrivée en stage dans le laboratoire actuellement, donc un laboratoire en neuropsychologie, et du coup de faire le lien un peu entre le fonctionnement du cerveau et le comportement. Et du coup, dans ce cadre-là, l'autisme, c'est un sujet de recherche intéressant et qui cadre bien avec cette approche. Et l'autisme aussi, moi, ce qui m'intéressait, enfin, j'en avais déjà entendu parler, on entend quand même parler assez souvent dans les médias ou par les films, même si, bon, des fois, c'est un peu caricatural. Donc, c'était un aspect voilà, qui me disait quelque chose que je connaissais un peu vaguement et que j'ai pu approfondir pendant toute ma thèse. Pourquoi l'autisme? En fait, déjà, je suis pédopsychiatre, donc je travaille avec des enfants avec autisme ou à risque autistique. Donc, c'est quand même un sujet qui est contigu on va dire, à mon boulot. Après, vraiment, c'est pas moi qui ai choisi le sujet de l'autisme. J'ai eu la proposition de faire un Master 2 et l'objectif de ce Master 2, c'était de mettre en place les, euh, les moyens d'études enfin, les moyens d'études pour cette étude, quoi. De mettre en place le protocole d'étude en électroencéphalographie. Et du coup, enfin, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'était le monde de la recherche, se creuser le cerveau, de faire le l'EEG, l'électrophysiologie. Je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Alors moi, mon projet de recherche de thèse, il était un peu découpé en plusieurs morceaux. Il y avait une première partie qui concerne l'EEG, donc l'électroencéphalographie. C'est un casque, en fait, si on va voir, c'est un casque qu'on met sur la tête avec plusieurs petites électrodes. Donc là, c'est un casque à 128 électrodes qui permet en fait d'enregistrer les signaux électriques générés par nos neurones. Donc de comparer un groupe d'enfants et de jeunes adultes de 10 à 30 ans, une personne avec un autisme sans déficience intellectuelle qu'on va comparer, donc c'est souvent le cas en recherche, on compare un groupe de participants, de patients, à un groupe contrôle. Et il y a une autre partie de ma thèse où je me suis intéressée à la mémoire autobiographique. Donc il y a plusieurs sortes de mémoires qui existent et la mémoire autobiographique, c'est une mémoire qui permet c'est une mémoire propre à soi-même qui reflète notre identité en fait par rapport aux souvenirs, aux événements qu'on a vécus par le passé. Et ça peut être aussi des événements où on va se projeter. Et il y a aussi une partie, ça c'est la partie plutôt mémoire épisodique. Et il y a une partie qu'on appelle mémoire sémantique. Là, ça va être plutôt des connaissances générales, toujours propres à soi-même, donc autobiographiques, où ça va plutôt être en lien avec notre caractère, avec nos préférences, avec ce qu'on n'aime pas, voilà, des choses un peu plus larges. Et la toute dernière partie de ma thèse, toujours en lien avec la mémoire autobiographique. Donc, on a vu, et c'est aussi décrit dans la littérature, qu'il y a des difficultés de mémoire autobiographique. Et par exemple, ça va être un discours qui va être moins riche en détails ou alors qui va être moins tourné vers l'autre. Du coup, nous, on a décidé de créer une prise en charge, une intervention thérapeutique centrée autour de la mémoire autobiographique et du coup pour travailler plus largement sur les interactions sociales. Donc c'est un peu une porte d'entrée, la mémoire autobiographique, pour travailler sur les interactions sociales, mais aussi sur d'autres patterns. Projet de recherche, alors le projet initial, c'était l'électrophysiologie de la mémoire dans l'autisme. Et au final, la thèse telle qu'elle a été présentée au jury associait plusieurs choses. Il y avait une méta-analyse, une étude sur la mémoire prospective, et puis deux études en électrophysiologie. Voilà. La méta-analyse, donc c'est un travail conséquent
On a poolé plus de 60 études, donc ce qui représente une cohorte importante d'individus, enfin, de sujets avec autisme, pour arriver à une compréhension, on va dire, globale et une unification de l'ensemble des résultats qui étaient présentés dans nos études individuelles. La deuxième étude, c'est une étude sur la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est la mémoire euh, du futur, entre guillemets, c'est-à-dire la mémoire pour des actions que nous avons à réaliser à un temps donné ou lorsqu'un événement particulier survient dans le temps. Là, on a mis en évidence aussi des particularités de la mémoire prospective dans l'autisme. Et c'était intéressant parce qu'on avait réussi à relier nos résultats à la méta-analyse, en fait. Voilà. Donc, on arrive vraiment à avoir une vision cohérente sur le plan cognitif du fonctionnement de la mémoire dans l'autisme. Et puis, la troisième partie de la thèse, donc, c'est l'électrophysiologie, à savoir un enregistrement en EEG d'une tâche de mémoire associative. On a un intérêt sur les processus de traitement de l'information visuelle et sur le processus associatif. Voilà. Moi, il y a eu les neurosciences, la neuropsychologie. C'est les deux gros domaines que je pense. Ouais, et les stats. Et les stats, bien entendu. Et les stats, franchement, les stats, c'est... Nous, on était à Caen en lien avec le centre ressources autisme de Caen. À Amiens aussi, donc on a travaillé avec le centre ressources autisme de Amiens. Après, plus les hôpitaux, mais c'est un peu différent. Les associations de patients aussi. Un peu les associations de patients, ouais. Autisme Normandie, avec Bérangère. Autisme Normandie, tout à fait. Ouais. Donc, il y a eu des collaborations à différents niveaux. Je dirais chronologiquement, le premier niveau de collaboration, ça a été avec l'équipe londonienne de Dermot Boller, qui travaille beaucoup sur les mémoires dans l'autisme. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui bossent seulement dans l'autisme, sachant que c'est un sujet, on va dire, très singulier. Donc, il y a une équipe à Londres, une équipe au Canada et puis une autre aux États-Unis. On a travaillé avec l'équipe de Londres pour affiner le design de notre étude en électrophysiologie et puis affiner aussi le design, on va dire, des données, enfin des enregistrements comportementaux, tout ce qu'on allait recueillir sur le plan comportemental. Ensuite, au moment où on a recherché des participants, là c'était des collaborations, on va dire de terrain, on peut dire. Hein. On a présenté notre protocole de recherche auprès des familles d'enfants avec autisme via des associations. On a travaillé avec les centres ressources autisme. Et puis c'est un PHRC, donc un protocole hospitalier de recherche clinique qui est bicentrique avec l'hôpital, le CHU d'Amiens, le service de pédopsychiatrie d'Amiens, et puis le service de pédopsychiatrie de Caen. Donc, il y a eu des enregistrements, des inclusions qui ont été faites sur les deux sites. Voilà. Sachant que c'est un PHRC qui est un PHRC national. Ensuite, les étapes d'après, c'est quand on traite les données. Là, ça peut se faire de manière locale, parce qu'on a des équipes locales, hein, les ingénieurs et techniciens, on va dire, qui travaillent sur les informations, les data. Et tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation des données, comme c'est des sujets qui sont complexes, spécifiques, on a rebossé avec l'équipe de Londres. On a aussi travaillé, avec les biostatisticiens, l'équipe de biostatistique du CHU de Caen. Par exemple, la méta-analyse est vraiment conséquente, donc qui nécessite un niveau de connaissance qui est élevé en biostatistique. Et, donc on a bossé avec cette équipe-là. On a aussi travaillé avec l'équipe de Tours sur les mémoires prospectives. Et puis un
à un niveau, on va dire, plus de diffusion des connaissances, de ce qu'on a trouvé, hein, nos résultats. Ça passe par des communications internationales dans des congrès. Voilà, donc des congrès internationaux qu'on a fait un peu partout, hein, mais qui ont intéressé, ma foi. Bah, du coup, l'EEG, l'électroencéphalographie, pour d'une partie de ma thèse. Et après, ça a été beaucoup des tests neuropsychologiques. Donc, ça va être plutôt des questionnaires, divers et variés, des tests cognitifs qu'on fait passer, ou des auto-questionnaires. Après, c'est assez varié. Sinon, ouais, l'EEG, on en a un peu parlé. Pour la méta-analyse, ça a été un boulot assez considérable par l'équipe de biostatistique du CHU. Ouais, il y a une étudiante qui a consacré, enfin une biostatisticienne, hein, qui a consacré pas loin d'une demi-année à faire des calculs statistiques du matin au soir, quoi. C'était un travail vraiment, vraiment, vraiment très conséquent. Pour les mémoires prospectives, c'était la méthodologie, en fait, c'était la neuropsycho, le comportemental. Et puis pour l'étude en électrophysiologie, en EEG, la méthodologie, enfin la tâche, le design de la tâche, c'est, on va dire, c'est neuropsychologique. Après, l'enregistrement, c'est plus de la neuroscience. Enfin, je sais pas comment discerner, mais c'est plus toutes les procédures qui sont associées au traitement de l'information, quoi. Je dirais que dans tout type de recherche, les méthodologies sont différentes. Et puis, dans le domaine en particulier de la mémoire dans l'autisme, il y a quand même une hétérogénéité de résultats. Donc, la première publication, à savoir la méta-analyse, avait pour objectif de faire euh, une synthèse de ces données et d'avoir une vision, une compréhension très cohérente du fonctionnement de la mémoire dans l'autisme. Et on s'est rendu compte que quel que soit le type de tâche, le type de matériel, il y a un événement qui est commun, c'est plus il y a de distance en termes de processus cognitifs entre le système de mémoire sémantique et l'information à mémoriser, et plus il y aura de difficultés. En revanche, moins il y a de distance entre le système de mémoire sémantique et l'information à mémoriser, et meilleures seront les performances des individus avec autisme, à savoir qu'elles seront similaires aux individus neurotypiques. Alors, moi, mes résultats, donc d'abord en l'EEG de repos. Donc là, on a utilisé une méthode où on regardait, sans trop rentrer dans les détails, des bandes de fréquences. Enfin, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et en fait, on a trouvé que les personnes avec autisme avaient une activité et une connectivité, donc une connexion entre plusieurs régions du cerveau qui était moindre par rapport au groupe contrôle. Toute recherche, c'est un dispositif vraiment gigantesque à mettre en place. Le plus important, c'est les participants, bien sûr. Hein, pour comprendre, pour analyser les choses, il faut qu'il y ait des gens qui participent à cette recherche. Donc, si on a des gens à remercier, c'est d'abord les participants et puis leur famille, hein.